les entreprises parlent de bien-être au travail, et plus la souffrance s'exprime. Notre enjeu concerne l'ensemble des salariés. Comment voulez-vous donner du sens ? C'est pas de la matière. Vous n'allez pas leur faire des primes de sens, des chèques de sens. Et vous là, dirigeants, DRH, managers, ça vous dirait de faire le pari du parler vrai, de refuser les tabous et le convenu ? Bienvenue sur L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Je suis Frédérique Gesque, manager, dirigeante depuis 35 ans, conférencière professionnelle, auteure, fondatrice du cabinet d'accompagnement des transformations et des dynamiques intergénérationnelles USCOA. Et j'ai décidé de devenir avec vous impertinente. Parce que la réalité du travail dépasse souvent la fiction. Parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, je questionne les évidences. Je dis tout haut ce que d'autres pensent tout bas. J'ose la sincérité pour transmettre et impacter. Et je vous propose d'explorer ensemble un monde du travail intergénérationnel et durable. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts parce que ça va décoiffer. C'est parti. À chaque fois que j'échange avec les dirigeants que j'accompagne, il arrive à un moment où un sujet arrive sur la table. La fameuse quête de sens des salariés. En général, d'ailleurs, c'est pour appuyer le fait que les jeunes générations sont plus difficiles à attirer et à fidéliser parce qu'ils seraient en recherche de sens. Eh bien moi, je dis que le cœur de notre enjeu, il n'est pas générationnel. Il concerne tous vos salariés et il a bien plus d'importance qu'il en a l'air. Bienvenue dans le podcast de l'Impertinente. Ma vérité du jour, c'est la révolution de notre relation au travail et ses impacts sur nos entreprises. Depuis la crise sanitaire, nous vivons une petite ou grande révolution du monde du travail. Et dans les entreprises, vous pouvez parfois vous sentir quelque peu démunis face aux nouveaux comportements de vos salariés. La crise sanitaire a en réalité accéléré des tendances lourdes qui se dessinaient depuis une bonne trentaine d'années. Lors de la pandémie, nous avons été nombreux à découvrir qu'il était possible de travailler autrement, avec plus de flexibilité. Les confinements et le télétravail imposé ont fait réfléchir. Nous avons aussi parfois compris qu'il était temps de se réveiller pour regarder en face les urgences sociales et environnementales. Résultat, nous n'avons pas seulement modifié nos manières de travailler, mais également notre perception du travail, qui est de moins en moins l'étoile polaire d'une vie. Et le CDI n'est plus le Graal qu'il a été, et le travail n'est plus synonyme de réussite sociale. Et ça, c'est une sacrée révolution du pacte social du travail. De nouvelles questions sont posées depuis 2020, à la fois individuellement et collectivement. Quel est le futur désirable dans le monde du travail ? Est-ce que nous vivons pour travailler ou est-ce que nous travaillons pour vivre ? Autrement dit, qu'est-ce que le travail représente pour nous ? Quelle place souhaitons-nous lui donner désormais dans nos vies ? De nouvelles priorités ont émergé et se sont exprimées clairement. Aujourd'hui, parfois, même avant le niveau de salaire ou la sécurité de l'emploi, on parle d'un bon équilibre entre vie pro et vie perso, d'un sentiment d'épanouissement personnel dans ses fonctions. Il s'agit de vivre une expérience positive au travail. Si avant la fonction travail était considérée comme un accomplissement social, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Elle est de plus en plus considérée comme une manière de s'accomplir, une opportunité de croissance personnelle qui nous permet de nous réaliser individuellement. Il faut savoir qu'en 1990, dans les notes de tendance de l'IFOP, le travail arrivait en deuxième position des éléments importants dans la vie des Français. Après la famille, mais devant les amis et les loisirs. Eh bien, il est désormais tombé en 4e position, derrière les 3 autres. 60% des Français interrogés le considéraient comme très important dans leur vie en 1990. Ils ne sont plus que 24% aujourd'hui. C'est une transformation profonde. Les Français qui jusqu'à présent étaient en Europe les plus attachés au travail, eh bien, ils ont déplacé leur centre de gravité vers la vie professionnelle. Alors bien sûr, les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail sont très moteurs de ces transformations et ils expriment clairement leurs attentes. Équilibre de vie, intérêt des tâches, flexibilité des conditions de travail, prise en considération des enjeux sociaux, environnementaux, mode projet, horizontalité et bon niveau de rémunération. Ils veulent tout et plus encore. Et ce qui a encore renforcé ces tendances, c'est l'amélioration du marché de l'emploi depuis 2021. Le taux de chômage a globalement baissé. De nombreux salariés se sont ouverts aux opportunités pour améliorer leurs conditions de travail. C'est comme une onde de choc pour les entreprises. Alors bien sûr, il est assez commode d'attribuer tous ces changements aux jeunes générations. Ben oui, cette Gen Z qui ne veut plus travailler, qui n'est plus fidèle ni engagée, qui attend trop d'exigences. J'ai à peine besoin de me montrer impertinente pour vous dire que ce focus n'est pas cohérent. Car en réalité, la majorité des études montrent que ces nouvelles attentes sont bien transgénérationnelles.
Encore une fois, les jeunes générations sont une caisse de résonance, un porte-voix de tendances bien plus globales qui touchent toutes les générations au travail. Au cas où cela ne suffirait pas, nous sommes aussi devenus plus volatiles. Et la nouvelle réalité du marché de l'emploi, c'est la mobilité. Dans une étude menée par PageGroup en 2023, 88% des personnes interrogées déclaraient être ouvertes aux nouvelles opportunités. L'étude Talent Trend 2024 de Michael Page donne même 97% de Français ouverts aux nouvelles opportunités et confirme que c'est bien le manque d'adéquation de leur environnement de travail le premier facteur de départ, avant le salaire. Puis il faut aussi se dire que c'est la rançon d'un monde ultra connecté qui donne l'accès facile aux informations et à la mise en relation. C'est facile de consulter des sites d'annonces, d'envoyer des CV, de faire des entretiens en visio quand on est en télétravail. Résultat, en France, depuis fin 2021, le nombre de démissions est au plus haut depuis 15 ans. En moyenne, 500 000 démissions chaque trimestre. Plus de 2 millions de démissions par an depuis 2022, selon le ministère du Travail. Bon, vous vous dites que quand même, les jeunes bougent plus vite et plus fréquemment que les seniors. Bah oui, forcément. Ils sont au début de carrière. Et en plus, les seniors, ils n'osent pas toujours bouger en raison de la discrimination à l'embauche. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'attente et de besoins. Il y a peu de doute. Le rapport au travail est dorénavant plus transactionnel. Le lien affectif avec l'employeur est moins important. Savez-vous pourquoi le travail n'est plus le marqueur de la réussite sociale ? On ne vous le dit pas, mais ce qui a changé, c'est que dans les 30 Glorieuses, vous pouviez doubler votre niveau de vie en 15 ans grâce au travail. Aujourd'hui, il faut entre 70 et 80 ans. Alors forcément, cet objectif ne peut plus être le moteur de l'engagement. C'est là que la question du sens émerge. Est-ce que le travail a du sens ? Bien sûr, même si on parle beaucoup de cette fameuse quête de sens, le sujet n'est pas vraiment nouveau. Ce qu'on constate, c'est que ces 30-40 dernières années, les évolutions comme l'intensification du travail, le travail à distance, les outils numériques, eh bien tout ça, ça a favorisé parfois des process dans l'entreprise qui confinent à l'absurde et qui font vraiment perdre le sens. Si vous travaillez uniquement sur des tâches d'exécution, sans bien savoir si vous faites bien, et puis aussi ce à quoi ça va servir, forcément, on crée du non-sens. Et on se retrouve avec des salariés qui sont à la recherche du sens perdu. Mais au fait, c'est quoi le sens au travail ? Parce qu'on retrouve cette recherche de sens autant chez les seniors que chez les plus jeunes qui arrivent au travail. C'est un commun à ces deux générations de chaque côté du curseur de la trajectoire professionnelle. Le mot sens est complexe. C'est vrai qu'il peut désigner des choses très différentes. Le sens au travail, il renvoie à vos valeurs personnelles, à la perception de l'utilité de votre activité, aux relations humaines qu'elle vous permet de créer, au développement individuel et collectif aussi permis par votre métier. Dans le passé, le besoin de sens allait peut-être de soi, nous avions peut-être moins besoin de l'expliciter. Le monde était plus hiérarchisé, les rôles plus cloisonnés. Aujourd'hui, c'est notre projet professionnel, notre impact, notre contribution au monde qui importe de plus en plus. Et ce n'est pas simple, parce que c'est un ressenti personnel, intime, qui doit aussi se construire collectivement dans votre entreprise. Le sens aujourd'hui, c'est un croisement entre des aspirations individuelles et la recherche d'utilité sociale collective qui fait se rencontrer toutes les générations. Selon les sociologues Thomas Coutreau et Coralie Pérez, le sens est constitué de 3 dimensions complémentaires. L'utilité sociale de l'entreprise, vectrice de fierté d'appartenance. Mon travail est-il utile aux autres ? La capacité de développement. Comment grandir à tout âge et à chaque étape de mon parcours ? Mon travail me permet-il de développer mon expérience, mes compétences, mon intelligence, mes capacités ? Et troisièmement, la cohérence éthique. À mon sens, c'est le plus compliqué. Comment éviter la dissonance entre un discours d'intention et l'alignement du travail réel ? Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Mon travail me permet-il de respecter mes valeurs ? Les enquêtes réalisées sur le sujet confirment ces besoins fondamentaux. Par exemple, en 2023, Audencia a mené une enquête dans laquelle 81% des répondants citaient le besoin de cohérence avec leurs valeurs et leurs convictions personnelles comme le principal élément déclencheur de sens. Les éléments cités spontanément, c'était un sentiment d'utilité, la nécessité d'avoir de l'impact, la nécessité d'éprouver un épanouissement personnel et un alignement avec ses valeurs. Seul un répondant sur 10 a déclaré que mieux gagner sa vie donnerait du sens à son travail. Et je peux vous garantir que ces attentes, ces besoins, encore une fois, ils sont transgénérationnels, ils concernent absolument tout le monde dans votre entreprise. Ça donne pas mal de pistes pour les politiques RH et les évolutions de culture managériale, n'est-ce pas ? Pour moi, cet enjeu du sens au travail, il est particulièrement essentiel parce qu'il croise une situation qui m'inquiète particulièrement. Plus les entreprises parlent de bien-être au travail, et plus la souffrance s'exprime.
Absentéisme, turnover, problèmes de santé physique et mentale. 41% des salariés seraient en détresse psychologique. 2,5 millions de personnes ont été en burn-out sévère en 2023. L'enquête People at Work 2024 révèle que plus de 6 actifs français sur 10 se sentent stressés au moins une fois par semaine et 19% d'entre eux subissent un stress au quotidien. On observe une augmentation préoccupante de l'absentéisme avec des arrêts maladie qui augmentent en fréquence, en durée. Plus préoccupant encore, le premier motif de ces arrêts est désormais lié aux troubles psychologiques, notamment chez les moins de 30 ans. Je ne vous dis pas la perte de productivité et de richesse. Alors face à cette situation, comment agir ? Quelles bonnes pratiques favoriser ? Moi, je ne suis pas d'accord quand on me parle de la quête de sens des générations. Je vous le disais, notre enjeu concerne l'ensemble des salariés. Je ne suis pas d'accord non plus quand j'entends qu'il faut donner du sens aux salariés. Comment voulez-vous donner du sens ? C'est pas de la matière. Vous n'allez pas leur faire des primes de sens, des chèques de sens. Non, pour moi, le sens ne se donne pas. Il ne se définit pas une fois pour toutes. Il se construit, il se co-construit avec le collectif, chaque jour, sur la durée dans l'entreprise. La responsabilité des dirigeants, des RH, des managers, elle est de mettre en place les conditions, l'environnement qui vont permettre à chacun de construire individuellement et collectivement le sens de ce qui est fait au travail. Alors vous le savez, je suis plutôt pragmatique, moi j'aime bien parler concret. Alors voici les 5 ingrédients de ma recette pour que le travail retrouve son sens. 1. La flexibilité du travail. Ah, c'est plus un petit plus, mais c'est un grand nécessaire. Nous devons aujourd'hui, j'en suis convaincue, manager la singularité. Accès au télétravail quand il est possible, horaire modulable, semaine hybride, job sharing, binôme de travail. La flexibilité se co-construit avec chaque salarié pour ajuster les modalités de travail à la diversité des situations. Deuxième ingrédient, manager par le care. Une fois que vous avez en tête que c'est la concordance entre les valeurs individuelles et les conditions dans lesquelles le travail s'exerce qui est la clé pour maintenir le sens, vous avez compris que les pratiques managériales sont au cœur de notre sujet. Qu'il s'agisse de reconnaître la contribution de chacun, de partager la vision stratégique de l'entreprise et les enjeux du collectif, ou de prendre soin de la qualité des relations et des relations de travail. Oui, les managers sont en première ligne. Personnellement, moi j'aime beaucoup l'approche par le care, que je porte beaucoup chez les managers que je forme, parce qu'elle permet de prendre soin tout autant du manager que de son équipe au service du collectif et de la performance de l'entreprise. Le care management, appliqué à l'entreprise, c'est pratiquer la symétrie des attentions. Prendre soin de ses équipes pour qu'elles prennent soin de vos clients. C'est prendre en considération aussi la singularité de chaque collaborateur et leur vulnérabilité pour manager de manière équitable. Attention, c'est pas faire le bisounours, c'est une éthique de notre relation aux autres. Une attention sincère à l'autre qui me semble un must pour préserver santé mentale et engagement et qui prend appui sur la confiance, l'écoute, la reconnaissance et le pouvoir d'agir. Ah oui, c'est mon 3e ingrédient. Donner le pouvoir d'agir. De quoi s'agit-il ? Un jour, je vous parlerai plus en détail du concept de subsidiarité et de l'empowerment, des approches qui me tiennent particulièrement à cœur, parce qu'ils autorisent ce pouvoir d'agir. Ce pouvoir d'agir, il passe par de nombreuses voies. La responsabilisation, la confiance, l'autonomie qui donne des marges de manœuvre à chacun pour contribuer au succès. La qualité du dialogue interne et du dialogue social. La prise de décision au plus près du terrain, la possibilité de donner son point de vue, l'évaluation collective de la qualité du travail. J'appelle ça parfois remplacer la verticalité hiérarchique par l'horizontalité du sens. 4e ingrédient de ma recette, développer la sécurité psychologique de nos salariés pour préserver leur santé mentale. En quelques mots rapides, c'est quoi la sécurité psychologique ? C'est un climat dans lequel les collaborateurs vont se sentir à l'aise pour s'exprimer. Un environnement où ils peuvent partager librement leurs idées, leurs interrogations, mais aussi leurs erreurs, sans crainte d'être jugés. Et seul un climat de confiance, de bienveillance, d'authenticité peut générer ce sentiment de sécurité. Pour ça, il y a des dizaines de leviers à activer. Former les managers à la prévention des risques psychosociaux, aux outils du feedback, de l'écoute active, de la communication non violente par exemple, veiller à la répartition des charges de travail, créer des espaces de discussion, de partage entre générations, ouvrir le droit à l'erreur. Personnellement, ça fait des années que je parle de devoir de l'erreur. Encourager la prise de parole, autoriser l'altérité, permettre la confrontation des idées, sortir du silence, qui est un fléau dans les collectifs de travail. Dans votre équipe, vos collaborateurs sont toujours d'accord avec ce que vous proposez ? Eh bien, vous pouvez vous questionner sur votre mode de management, parce qu'ils ne sont pas en sécurité psychologique. Ils ne se sentent pas libres d'exprimer leur avis. Enfin,
Dernier ingrédient, et pas des moindres, mon ingrédient personnel en tant qu'experte de la performance intergénérationnelle, eh bien sûr, c'est optimiser les dynamiques des générations, les facteurs de motivation intrinsèques, les besoins fondamentaux au travail, le besoin de sens, tout ça c'est commun à toutes les générations. Il n'empêche qu'à l'heure où 5 générations se côtoient au travail, l'animation des dynamiques collectives intergénérationnelles est devenue un enjeu. Le partage des compétences entre générations, la transmission des savoirs, l'innovation issue de la coopération, tout ça, ce sont des atouts clés pour porter le sens au travail. Sensibiliser vos équipes, vos RH, vos managers pour déconstruire leurs biais cognitifs, leurs stéréotypes, porter cette culture interne qui donne vraiment une juste place à tous, créer des espaces de dialogue, de débat au sein des équipes en intergénération. C'est un vecteur de lien précieux. En mixant ces ingrédients, vos équipes vont bénéficier d'un environnement de travail qui respecte leur singularité, qui nourrit leur engagement et qui instaure cette relation de confiance durable. Le sens au travail ne se crée pas avec des grands discours, mais avec des actions concrètes, incarnées, vécues. Est-ce que je vous ai convaincu ? Est-ce que cet enjeu résonne avec votre expérience ? Si oui, rencontrons-nous, je vous partagerai mes outils. Merci d'écouter L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Si vous avez aimé, parlez-en, partagez, dites-le moi et abonnez-vous pour être informé du prochain épisode. À bientôt!